Une découverte fascinante et pour le moins inattendue a émergé parmi les roches de la vallée d'Ica, au Pérou. Les ossements d'une baleine préhistorique, Perucetus colossus, ayant vécu il y a près de 40 millions d'années. Initialement, ces os massifs et aux formes inhabituelles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, car on les a pris pour de simples rochers gigantesques. Certes, cette hypothèse pouvait intriguer, mais les choses ont pris une tournure différente lorsque les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient face au reste d'un animal marin colossal qui arpentait autrefois les côtes du Pérou. Par ailleurs, cette baleine serait probablement l'être le plus lourd à avoir jamais existé. Désolé, la baleine bleue, on sait que tu as tout fait pour obtenir ta place au sommet. Avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids dépassant 200 tonnes, elle mérite son statut de plus grand animal de la planète. Toutefois, il semble que son règne touche à sa fin. Il est temps de céder le titre à un nouveau prétendant. Et celui-ci est véritablement titanesque. Cette créature des océans était sans doute plus courte que la baleine bleue, mais nettement plus lourde, avec une masse estimée entre 93 et 370 tonnes. Si les calculs penchent vers la fourchette supérieure, Perucetus pourrait devenir le plus grand animal jamais connu sur Terre. Ce poids impressionnant s'explique par des os extraordinairement denses et épais, un trait qu'on observe encore aujourd'hui chez des espèces comme les lamantins ou certains des premiers cétacés. Ces os denses représentent un atout considérable pour les mammifères marins, car ils leur permettent de rester immergés la majorité du temps. Mais un excès de poids peut être problématique. Un corps trop lourd aurait tendance à couler en permanence, obligeant l'animal à dépenser une énergie considérable pour remonter à la surface. Pour éviter cela, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus plus légers, comme des muscles ou de la graisse, pour garantir leur flottabilité tout en minimisant leurs efforts. Les scientifiques ne disposaient pas du squelette complet, ce qui complique l'évaluation de la taille de l'animal. Cependant, ils ont utilisé le rapport entre les os lourds et les tissus plus légers, observés chez d'autres mammifères marins pour estimer le poids total de cette immense baleine préhistorique. Ces fossiles ont été découverts il y a environ 13 ans, et les chercheurs ont passé les 10 années suivantes à extraire la baleine de la roche. L'analyse de son anatomie et de son âge a révélé qu'elle était apparentée au Basilosaurus, une baleine dotée d'un long museau garni de dents acérées et d'un corps élancé évoquant celui d'une anguille. Même si Perucetus n'était pas plus grand que la baleine bleue, il n'en demeurait pas moins un géant régnant sur les profondeurs océaniques. Contrairement aux baleines modernes, il est plausible que cette créature ait été un prédateur s'attaquant à des proies de grande taille. Cette découverte bouleverse également notre compréhension de l'évolution des baleines. Les chercheurs pensaient auparavant que ces majestueuses créatures avaient atteint des tailles impressionnantes il y a environ 5 millions d'années lorsqu'elles ont commencé à consommer une grande quantité de petites proies. Or, voici la preuve que des baleines gigantesques existaient bien avant. Toutefois, il reste à élucider comment cette baleine trouvait suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il reste difficile de déterminer précisément le régime alimentaire de cette ancienne créature. Avec sa taille imposante et sa nage lente, elle devait probablement chercher sa nourriture dans des eaux peu profondes. Elle se nourrissait sans doute de crustacés, de palourdes ou d'autres petits animaux enfouis dans le sable. Une hypothèse propose qu'elle était charognarde, se nourrissant des restes d'animaux trouvés sur son passage. Il n'est pas rare de découvrir des fossiles d'animaux marins dans les déserts, car bon nombre de ces zones étaient autrefois immergées. Le Sahara, par exemple, était, il y a 50 à 100 millions d'années, une mer peu profonde appelée la voie maritime transsaharienne. Si cette région est aujourd'hui aride, les habitants de ces lieux avaient conscience de son passé aquatique, car ils y trouvaient souvent d'anciennes coquilles. La mer atteignait une profondeur d'environ 50 mètres, une profondeur idéale pour la baignade. Certains pourraient comparer cette région au Porto Rico d'aujourd'hui, avec son abondance de soleil et ses eaux peu profondes. Les forêts de mangroves y étaient répandues, tout comme les fonds marins recouverts de mollusques, tels que les escargots et les palourdes. Les sédiments marins déposés après l'assèchement de la mer regorgent de fossiles variés. Les créatures peuplant cet ancien monde sous-marin avaient une apparence peu engageante et étaient nettement plus imposantes que leurs descendants actuels. Un être humain de taille normale aurait à peine constitué un encas pour ces géants, loin d'un repas complet. Généralement, lorsqu'un animal s'établit sur une petite île, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle de ses congénères continentaux. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme insulaire, s'explique par la présence accrue de ressources ou la réduction du nombre de prédateurs sur les îles. Peut-être un phénomène similaire s'est-il produit dans la voie maritime transsaharienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une île,
les mouvements incessants des eaux ont formé de petites poches isolées. Les conditions spécifiques qui y régnant ont vraisemblablement favorisé la croissance de certaines espèces. Ainsi, on retrouve des créatures telles que des serpents de mer et des silures colossaux, ainsi que d'autres poissons aujourd'hui disparus. Parmi eux, un pycnodontiforme se distinguait par ses mâchoires puissantes, qu'il utilisait pour broyer des coquilles et s'attaquer à des proies dures. La dentition de ces animaux témoigne de leur rôle de prédateurs dans cet écosystème. Leur régime alimentaire a évolué avec le temps, à l'instar de certains piranhas modernes. Mais la compétition pour dominer la chaîne alimentaire était féroce, surtout face à des prédateurs d'envergure tels que les requins, les crocodiles ou encore d'antiques ancêtres des éléphants. Le Sahara a connu plusieurs phases dans son histoire. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous visitiez ce qui est aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde tel qu'il était il y a environ 6000 ans, vous ne seriez pas confronté à une mer de sable brûlant. Vous pourriez au contraire profiter d'une promenade agréable à travers un paysage luxuriant. Les habitants de cette région, autrefois, ne laissaient donc pas de peinture sur les parois des grottes représentant des chameaux, des dunes ou des scorpions, ces éléments caractéristiques du Sahara actuel. À la place, ils dessinaient des crocodiles. Ces illustrations offrent une preuve supplémentaire qu'à une époque, le Sahara regorgeait d'eau et de végétation, suffisamment pour accueillir ces imposants et redoutables reptiles. Il y a environ 3 milliards d'années, la Terre était probablement presque entièrement recouverte d'eau. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre, mais il semble qu'à cette époque, elle ressemblait à un vaste monde océanique, sans continent véritable, seulement parsemé de quelques îles. Des scientifiques ont examiné des roches particulières en Australie occidentale, formées dans un environnement profondément immergé, appelé système de sources hydrothermales. Pour mieux comprendre, il faut mentionner deux types d'oxygène courant, O16 et O18. Ce dernier, plus lourd grâce à ses neutrons supplémentaires, s'évapore moins facilement. En analysant d'anciens fonds marins, les chercheurs ont découvert une proportion significative d'O18, bien supérieure à celle observée dans les océans actuels. Cela les a amenés à conclure qu'autrefois, la Terre comptait moins de terres émergées qu'aujourd'hui. L'Australie, autrefois un lieu verdoyant abritant de grands animaux et de vastes forêts tropicales, est aujourd'hui l'endroit idéal pour mener ce type d'études. Avec le temps, cette terre est devenue plus aride, et des déserts tels que le grand désert de Victoria se sont formés. Les forêts tropicales, quant à elles, se sont progressivement réduites aux extrémités du continent. Ce phénomène, connu sous le nom de désertification, se produit lorsque des terres, auparavant fertiles et adaptées à l'agriculture, se transforment en déserts. Si les changements climatiques naturels contribuent à cette évolution, les activités humaines, comme l'exploitation minière, l'agriculture intensive ou la construction urbaine, jouent également un rôle important dans cette transformation. Lorsque des terres deviennent désertiques, cela pose de nombreux problèmes. Elles ne peuvent plus produire de nourriture, l'eau potable y devient insuffisante, et les animaux perdent leur habitat naturel. Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux pays ont adopté un plan. Celui-ci vise à collaborer avec les agriculteurs pour restaurer les terres dégradées, gérer l'eau plus efficacement et préserver les zones encore productives, dans le but d'améliorer les conditions de vie sur notre planète.